L'investissement, rythme de l'histoire du monde, c'est le thème, comme vous le savez. Je n'en dis pas davantage, c'est bien sûr Jacques Mistral qui présentera la thématique comme c'est l'usage. Jacques, vous le connaissez, il est membre du Cercle des économistes, il est à l'IFRI, il est Senior Fellow au Brookings Institution à Washington, il a été conseiller à Matignon, il a occupé des fonctions importantes à la fois dans le public et dans le privé. À ses côtés se trouve Kevin O'Rourke, économiste éminent, économiste irlandais, qui est professeur à l'université de Oxford, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la globalisation, sur la mondialisation, en particulier un qui n'est malheureusement pas traduit en français, mais qui s'appelle Power and Plenty, qui est un livre excellent, qui retrace donc les quelques siècles d'histoire de la mondialisation avec beaucoup de finesse et énormément d'analyse et de détails. Et puis, à mes côtés, c'est Pascal Bruckner, qui est philosophe. Voilà, Monsieur Yossi Vardi. Well, it's a pleasure, Mr. Vardi. Welcome. Thank you for joining us. Je disais donc Pascal Bruckner, qui est à mes côtés, philosophe essayiste, donc qui est un observateur aigu de la société et de l'économie. En fait, il a eu le prix du livre de l'économie il y a une bonne dizaine d'années pour un livre qui s'appelait La misère et la prospérité. Et son dernier livre, c'est Un bon fils. Ça n'a rien à voir avec l'économie. C'est un beau livre, justement, autobiographique. Et puis, Yossi Vardi, donc je vous l'annonçais, qui est président de International Technologies, qui a été à la fois un entrepreneur, un financier, un responsable de la politique industrielle en Israël, et qui a conseillé la Banque mondiale, mais aussi nombre de grandes compagnies internationales. C'est un spécialiste de l'innovation. C'est bien sûr la question jumelle de l'investissement. Je suis quant à moi François Langlais, RTL France 2, et c'est moi qui animerai cette session. Jacques, the floor is yours. Merci François. Bonjour à toutes et à tous. Quiconque jette un regard sur 2 siècles d'expansion du capitalisme est frappé par le caractère tumultueux d'un développement que rien, à certaines époques, ne semble devoir brider. L'investissement est le fer de lance de ces périodes de croissance. C'est lui qui ouvre sans cesse de nouveaux marchés, introduit de nouvelles technologies, crée de nouveaux emplois. Mais cela n'a qu'un temps. La croissance n'est jamais linéaire et bientôt ce sont les discontinuités qui frappent le regard, les cycles, l'état stationnaire ou la dépression. Et c'est à nouveau l'investissement qui est en cause, car il n'y a pas de croissance forte et durable reposant sur la consommation ou sur une demande venue d'ailleurs. Alors, après les promesses flamboyantes de la nouvelle économie il y a 15 ans, après une crise financière dont on ne parvient pas à s'extraire, comment se pose aujourd'hui concrètement cette question ? Le terme qui résume sans doute le mieux l'état d'esprit conjoncturel aujourd'hui est celui de déception. Depuis 2010, depuis la sortie de la grande récession, on espère, on attend que l'économie retrouve dans les pays avancés sa tendance de long terme. Mais aujourd'hui, c'est la fragilité persistante de cette reprise qui borde à nouveau l'horizon économique des décideurs. Certes, la Grande-Bretagne se porte mieux que prévu, mais l'Amérique n'a connu qu'une bien modeste croissance de 0,1% au premier trimestre. L'eurozone, malgré le timide réveil du moteur allemand, est loin d'avoir redémarré, et c'est la déflation qui menace plutôt. En Chine, la croissance de 7,4% au premier trimestre écarte le spectre d'un hard landing, mais les autorités se préoccupent déjà d'un nouveau soutien conjoncturel. Sur les marchés financiers, le taux des treasuries à 10 ans, qui aurait dû augmenter après le resserrement de la politique monétaire américaine, se situe en fait à 0,5 point en dessous du niveau de fin 2013. La reprise va-t-elle avorter aux États-Unis avant même de s'être affermie ? Et il y a plus frappant encore, c'est la montagne de liquidités parquée dans les trésoreries des entreprises. Quelle en est la signification, si ce n'est un attentisme généralisé pesant sur les décisions d'investissement ? Il n'est pas surprenant, dans un tel contexte, qu'un vif débat soit réouvert parmi les économistes pour mieux apprécier l'impact des innovations.
Que l'on vive une époque marquée par des innovations spectaculaires fait peu de doute. Le livre The Second Machine Age de Brynjolfsson et McAfee, un collègue présent parmi nous, en offre une description fascinante. La voiture sans chauffeur n'est plus une hypothèse, elle se faufile au milieu des embouteillages. Les robots Kiva ne se contentent plus de répéter à l'infini les mêmes gestes, c'est un véritable balai électromécanique qu'abritent les entrepôts d'Amazon. L'ordinateur n'est plus l'élève qu'il a longtemps été dans les compétitions d'échecs. Deep Blue a réussi à vaincre Kasparov. Pour les auteurs que je viens de citer, ces innovations n'annoncent pas une troisième ou une quatrième révolution industrielle, mais plutôt, comme l'indique le titre de leur ouvrage, la seconde. À leurs yeux, en effet, la vapeur, l'électricité, l'avion, la voiture, le nucléaire, tout cela constituerait au fond une seule étape, celle de la technologie se substituant au travail humain. Mais l'époque qui commence est celle encore plus fascinante, encore plus prometteuse, où la machine se substituerait à l'intelligence humaine. Soit, dira-t-on, mais quels effets en attendre à long terme, bien sûr, mais plus prosaïquement, dans les 5 ou 10 années à venir. Le techno-optimisme que véhicule au MIT une complicité enthousiaste avec ce monde d'innovation n'est pas unanimement partagé. Certains ne manquent pas de rapprocher ces envolées lyriques des fantasmes qui avaient accompagné la nouvelle économie il y a 2 décennies. Le scepticisme des économistes qui, comme Robert Solow, voyaient à l'époque les ordinateurs partout sauf dans les statistiques, était un peu excessif, mais il avait un fondement solide. Cette révolution n'a pas suscité de vague d'investissement productif comparable à celle que l'on associe au chemin de fer ou à l'automobile. Et aujourd'hui, tout un courant d'économistes exprime des doutes sérieux sur le potentiel de croissance à moyen et long terme. Robert Gordon, par exemple, on y reviendra dans les 2 jours qui viennent, analyse les vents contraires qui font obstacle à un redressement durable des gains de productivité, et Larry Summers a donné crédit à une vieille hypothèse, celle de la stagnation séculaire. Au surplus, disent les plus critiques, le résultat social le plus clair de ces innovations apparu depuis un quart de siècle, c'est l'accroissement des inégalités. D'un côté, elles ont permis un formidable enrichissement de tous ceux qui sont directement liés à cet univers, chercheurs, inventeurs, financiers, cadres, et de l'autre, la baisse de prix des matériels a effectivement fait de la machine un substitut de cette intelligence humaine qui avait, depuis la Seconde Guerre mondiale, constitué le socle solide de la classe moyenne. Le succès du livre de Thomas Piketty constitue, s'il en était besoin, un symptôme du malaise généralisé qui a saisi les classes moyennes dans les pays avancés. Il y a 1 an, nos rencontres étaient consacrées au temps. Et j'avais dans ce même amphi, en fait, ce n'était pas le même amphi, c'était l'amphi de l'autre site, analysé le temps de la crise en faisant référence à 2 métaphores philosophiques. Il y a d'abord celle de la flèche orientée du temps, celle que l'on parcourt et puis que la crise brise et on se rattrape à l'idée de remonter, de retrouver cette flèche. Mais j'avais préféré une autre image, une autre métaphore, celle de la brèche qui s'ouvre dans les organisations, les institutions, les modes de fonctionnement du mode de croissance antérieur. La crise, c'est une brèche ouverte et il faut s'engouffrer dans cette brèche pour explorer de nouveaux horizons. Mais voilà, depuis 1 an, nous avons franchi la brèche, nous sommes devant de nouveaux horizons, mais où aller ? Où aller ? Comment nous orienter ? Pour aller plus loin dans la compréhension du paysage paradoxal auquel nous faisons face, je vous invite cette année à placer notre réflexion sous une référence littéraire, l'introduction bien connue de Dickens dans A Tale of Two Cities, que je cite en anglais, non pas pour ma maîtrise de cette langue, mais parce que ça sonne beaucoup moins bien en français. It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the season of light, it was the season of darkness. It was the spring of hope, it was the winter of despair. Eh bien, à mes yeux, nous vivons aujourd'hui pleinement dans ce paradoxe. Nous vivons une période d'innovation fascinante qui porte la promesse d'une économie plus riche et donc, comme le disent les Chinois,
potentiellement plus harmonieuse. It's the best of times. Ce devrait être le moment d'investir. Mais l'histoire enseigne aussi que les transitions d'une vague d'investissement à l'autre peuvent être longues. La situation économique et sociale recèle partout beaucoup de frustration, un chômage de masse, de grandes inégalités, une insuffisance de la demande finale, des institutions politiques dysfonctionnelles. It is the worst of times. Résultat, l'avenir est opaque, mieux vaut privilégier l'investissement financier au retour rapide, tant pis si cela décourage la formation de capital. Voilà l'investissement, la formation de capital, voilà l'enjeu d'aujourd'hui. On a une idée, grâce à Piketty, de ce qu'est le capital au XXIe siècle, le titre de son livre. Mais on ne sait toujours pas ce qu'est la croissance au XXIe siècle, l'investissement au XXIe siècle. Ce qu'il nous faudrait, c'est une théorie générale de l'emploi, de la dette et de l'innovation, pour reprendre un titre célèbre, une connaissance tournée vers l'action, semblable à celle que Keynes introduisit pour sortir de la Grande Dépression. Eh bien voilà, c'est tout simple, c'est ce à quoi le Cercle des économistes vous invite à vous atteler à l'occasion de ces rencontres ex-2014. Je vous remercie. Merci Jacques. Merci Jacques, donc le décor est campé. Donc on va entendre nos trois intervenants qui vont s'exprimer 7 à 8 minutes chacun. Et puis après quoi, discussion, on prendra vos questions et on prolongera les thèmes justement qui nous ont soumis. Kevin O'Rourke, on va commencer par vous. Vous avez travaillé beaucoup sur le changement technologique. Est-ce que c'est le principal déterminant de l'investissement et de la croissance? Bon, donc on m'a demandé de donner une perspective historique à l'investissement. Et il me convient peut-être de commencer par rappeler que pour les économistes classiques tels que Ricardo, c'est l'investissement qui est la source ultime de la croissance. De nos jours, la plupart des économistes ne pensent plus cela. On est de l'avis que la source ultime de la croissance, c'est l'innovation technologique. L'investissement reste important et peut-être parfois tout à fait déterminant, mais à la long terme, c'est un rôle surtout de soutien qu'il joue. Il y a plusieurs raisons de penser cela. Par exemple, si vous regardez la percée qui a eu lieu en Europe à la fin du XVIIIe siècle, où nous avons réussi à rentrer dans une nouvelle ère de croissance continue, eh bien, on trouve l'explication dans les nouvelles technologies de l'époque, dans le textile, la métallurgie, et surtout dans la machine à vapeur, technologie à usage général qui s'est répandue progressivement et qui a fini par transformer l'économie entière et a permis à l'Europe de s'affranchir définitivement, on peut dire, des contraintes malthusiennes en mettant à notre disponibilité des sources énergétiques qui, à cette époque, semblaient infinies, le charbon. Ou encore, si vous cherchez à comprendre l'accélération de la croissance à la fin du 19e, là encore, une fois, vous trouvez l'explication dans les inventions de la belle époque, l'électricité, les nouveaux produits chimiques, l'automobile, la radio, le cinéma, et ainsi de suite. Et comme l'a rappelé Jacques, Bob Gordon, dans une série d'articles très importantes, a souligné le rôle important que ces inventions-là ont eu en permettant au monde entier de croître à un rythme extrêmement élevé tout au long du XXe siècle. Sur le plan théorique, il est vrai qu'en investissant, en ajoutant du capital à la main-d'œuvre, vous augmenterez la productivité des ouvriers, et ça c'est très bien. Mais si vous ne faites que construire des usines qui fabriquent la même chose, alors tôt ou tard vous vous trouverez en face des conséquences de la loi des rendements décroissants, et vous découvrirez que ces investissements sont de moins en moins utiles. Par contre, si ces usines produisent de nouveaux produits, alors on est dans une toute autre situation. Et lorsque vous accumulez non pas le capital, mais les savoirs, alors il n'est plus question de rendement décroissant, mais de rendement croissant, car le savoir est cumulatif. Bon, l'innovation est donc la source ultime de la croissance, mais néanmoins l'investissement reste extrêmement important, ne serait-ce que pour la très bonne raison que la technologie ne sert pas à grand-chose
si elle ne prend pas forme dans des machines. Il faut donc investir pour avoir des machines. C'est même le cas, par exemple, pour les technologies informatiques de notre époque, qui peuvent sembler très incorporelles, mais qui ont besoin d'énormes investissements, ordinateurs, logiciels, réseaux fibre optique et autres. Et d'ailleurs, si vous cherchez à comprendre pourquoi l'Europe ne rattrape plus les États-Unis en ce qui concerne la productivité moyenne de la main-d'œuvre, c'est en grande partie dû au fait que nous n'avons pas suffisamment investi dans le capital informatique. Il y a donc un retard là qu'il faudrait rattraper. L'investissement est particulièrement important dans les pays qui sont loin de la frontière technologique. C'était le cas, par exemple, de l'Europe dans les années 50. Lorsqu'on a cumulé un retard technologique suffisamment important vis-à-vis de la frontière, en l'occurrence les États-Unis, alors les miracles économiques deviennent possibles. Il suffit d'importer des innovations qui ont été inventées ailleurs et les utiliser chez soi. Pour cela, il faut investir beaucoup. Et il y avait en fait en Europe, pendant les 30 Glorieuses, une très étroite corrélation entre les taux de croissance d'un côté et les taux d'investissement de l'autre. Le plus on investissait, plus on innovait, plus on croissait. Les pays dont les miracles économiques à cette époque étaient les plus impressionnants étaient ceux qui savaient mobiliser d'énormes masses d'épargne, car pour investir beaucoup, il faut des épargnes pour les financer. Donc, lorsqu'on est loin de la frontière technologique, augmenter les épargnes, c'est une bonne chose parce que ça permet d'investir plus et de croître plus rapidement. Tout devient plus difficile lorsqu'on est plus près de la frontière. Il n'y a plus un grand stock de technologies prêtes à porter qu'on peut importer et utiliser chez soi. Et il devient aussi plus difficile de savoir comment investir ces épargnes. Sans innovation, on risque les rendements décroissants. Pire encore, on peut les utiliser pour financer des bulles immobilières ou autres. Et ça a été le cas, comme nous le savons tous, pendant la première décennie de ce siècle, avec les conséquences que l'on sait. Suite à cette crise financière, il y a eu une crise économique douloureuse qui continue encore dans la zone euro en particulier, avec des conséquences pour les ménages, les individus, les sociétés qui sont très douloureuses. Et si vous vous fichez complètement de tout cela, il y a maintenant aussi sur l'horizon des conséquences politiques qui risquent d'être de plus en plus désagréables si on ne change pas de cap assez rapidement. Dans ces conditions-là, l'investissement public peut jouer un rôle fondamental, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons strictement conjoncturelles. L'offre ne sert pas à grand-chose lorsqu'il n'y a pas la demande en face, et la demande, il ne faut pas la chercher chez le secteur privé dans beaucoup de pays dans la zone euro aujourd'hui, avec des bilans des ménages, des banques, des entreprises qui ont été complètement bousillées par la crise financière. Il y a beaucoup moins de dépenses aujourd'hui qu'auparavant. Il y a donc un trou qu'il faut que le gouvernement remplisse. Mais l'investissement public bien raisonné peut aussi aider à la croissance. On n'a certainement plus besoin encore des autoroutes au milieu de nulle part, mais il y a de vrais besoins auxquels l'investissement public pourrait répondre aujourd'hui. Dans le secteur énergétique, c'est tout à fait évident, on en aura besoin tôt ou tard pour des raisons économiques, stratégiques, environnementaux. Donc c'est une bonne nouvelle. On peut utiliser nos épargnes en construisant ces réseaux maintenant, et ça sera moins cher maintenant qu'après la reprise, parce que le coût réel de la main-d'œuvre est bien sûr beaucoup moins élevé lorsqu'il y a du chômage de masse. Si je peux me permettre un tout petit plaidoyer pour les régions rurales de la France et surtout les zones de montagne, pour nous c'est absolument essentiel qu'il y ait plus d'investissement dans les réseaux à très haut débit. C'est devenu un vrai handicap pour les petites entreprises qui aimeraient s'installer dans les zones rurales de ne pas avoir accès à cela. Encore une fois, il faudra le faire à un certain moment. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Alors, que peut faire l'Europe? Elle peut... Il faut dire que Kevin est conseiller municipal dans une petite ville de France. Hein, donc, voilà, et j'ai c'est promis, pour ça qu'il quand il dit promis à monsieur pour le nous les maire zones que rurales, je ferai un petit plaidoyer. Voilà. Que peut faire l'Europe dans tout ça?
Eh bien, tout d'abord, elle peut ne plus empêcher les investissements publics, car c'est cela qu'elle fait de fait maintenant. En imposant l'austérité au milieu d'une crise, c'est bien sûr les investissements publics qui sont les premières dépenses à être coupées. Ce n'est pas raisonnable à une époque où les investissements privés sont en baisse considérable. Donc il y a deux solutions. Il faudrait rompre avec les contraintes fiscales qui nous ont été imposées, ou si vous êtes français et vous voulez utiliser un langage plus délicat, il faudrait exploiter plus les flexibilités qui se trouvent déjà au sein de ces mécanismes européens. Voilà. Merci à vous. Moi, on est plus direct parfois. Une autre solution serait que l'Europe elle-même fasse des investissements, peut-être en utilisant la Banque européenne d'investissement. Le mieux encore, ce serait de faire les deux à la fois. Si l'Europe permettait des investissements publics, si elle incitait des investissements privés et si elle finançait elle-même des investissements, alors l'Europe pourrait devenir une partie des solutions à nos problèmes et ce serait un changement pour le mieux et ce serait une bonne chose. Merci à vous. Merci à vous, Kevin, pour ces éclairages, pour votre français formidable et puis vos subtilités. On a appris maintenant plusieurs façons de dire on ne veut pas de l'austérité, en fait, ça peut servir. Yossi Vardi, the floor is yours. Please. First of all, good afternoon, and thank you for inviting me to this wonderful gathering. I would like to apologize for my rudeness in speaking English, but I can tell you that my French is even worse than my English, so I guess this will be the least painful choice. When we talk about investments and growth in the beginning of the third millennium, we have to draw a big line about the industries as we knew them until now: energy, real estate, manufacturing, capital goods, infrastructure, roads, electricity, etc. And these industries, which are evolving so fast and with such high rate of growth and high value as we see them in the last 20 years. When the historian, when your colleague 500 years from now will look on the whole landscape from a bird's eye, I think that he will realize that the introduction of the internet, and I would like to talk about the growth and economic growth, which is derived by internet, computer, telecom, ICT, he will realize that the financial part, the fiscal investment, the money is one thing, but that alone doesn't work anymore. Today, what happened in the last 20 years, that 100 million young people came and disrupted the models as we knew them until now. As they disrupted other industries, they also disrupted the concept of innovation. 20 years ago, the agenda of the worldwide innovation was determined probably to 90% of it by 20-25 organizations. It was the military of the big nations of United States, UK, France, Germany, maybe Israel, India, China, Russia, and number of large organizations like General Electric, General Motors, Bell Labs, Alcatel, the big French companies, German companies, the car companies, they determine the agenda. This is where the money was going for R&D. And then what happened?
not more than maybe 300, 400 young entrepreneurs all over the world, mainly in Silicon Valley, came and showed that they can build humongous industries in a period of 10 years. And yes, you needed, of course, investment for server farms, etc., but the investment was not enough. What was needed is innovation, creativity, and entrepreneurship. And without these three components, the investment alone will not work. You can make the case, of course, that historically every investment didn't work without these three components. But the amazing thing was the democratization of the ownership of this component. 20 years ago, if you had an idea and you were not working in a big organization and you wouldn't spend half a year trying to convince your boss and the boss of your boss and the boss of the boss of your boss and the boss of the boss of the boss of your boss that the idea makes sense, you couldn't get a budget for it. And unfortunately, when it came to the top guy was selected to be the top guy because he couldn't do the professional job anymore, so he was pushed to management capacity. And then the guy in the other division was threatened that your division will do the thing, so he will explain why this idea is not good. And everybody of us, if we are sincere, we know it. And then all of a sudden came Sergey Brin and Larry Page, and came David Filo and Jerry Yang, who created Yahoo. And the paradigm was broken one and twice and three times and four times. The ownership of the decision-making went from 50 years old people to 25 years people. It was a big shockwave. And it's not a coincidence that none of the large old media companies, or almost none of them, was able to wrestle with this issue, and the whole industry was usurped by new companies who came from nowhere. And what I like to suggest that money alone wouldn't do the job. And I see time and again how companies and governments want to move into these new areas, and they think that just by offering 2 minutes, just by offering financial incentive, you can do the job. One has to ask himself why you see internet companies in certain locations and you don't see them in other locations. Some cities and some societies are more prone to provide entrepreneurs what they want: the freedom, the diversity, the embracement of people from all kinds of places, the ability to go and execute what they want. Sure enough, and here I will agree, you will need some finance in order to start a company. You need the venture capitalists, you need the angels, etc. But the money itself will not do the job. So if we are talking about growth, in the rates of growth of these new industries, we have to understand that aside or in addition to the investment, cultural aspects, cultural phenomena are needed. We can spend the whole day talking about how you create culture. I'm not going to dive into it because it's very long, but I can tell you just from my own experience, I was raised by my mother, who barely finished maybe 8 years of study, with the common question that every Jewish kid all over the world is being asked since the age of 5. After all what we have done for you, can't you bring one Nobel Prize? One Nobel Prize. And when you grow this way... Thank you very much. Thank you very much, Mr. Yossi Varli.
Pascal Bruckner, donc c'est vers le philosophe qu'on se tourne maintenant. Au fond, on a entendu l'analyse des hommes de l'art et votre regard va nous être précieux pour compléter, donner une perspective autre à tout cela. C'est vrai que l'investissement, investir, c'est prélever les ressources du présent pour les mettre sur l'avenir, c'est croire à l'idée de progrès. Vous avez beaucoup réfléchi et travaillé sur cette question. Oui, alors en tant que non-économiste chevronné, j'espère pouvoir apporter un petit éclairage. Effectivement, on s'aperçoit que le procès contre l'idée de progrès est aussi vieux que le progrès lui-même, mais que ce procès s'est considérablement accentué depuis la Seconde Guerre mondiale et qu'il atteint aujourd'hui, surtout en Europe, des sommets considérables. Alors, quelle était l'espérance du progrès telle qu'elle a été formulée notamment au XVIIIe siècle? C'était que l'amélioration matérielle, économique et technique de l'humanité allait entraîner automatiquement l'amélioration morale de l'homme. Or, le constat que nous faisons après 1789, après 2 siècles de modernité, c'est que nous sommes globalement devenus plus riches, nous sommes devenus globalement plus prospères, nous ne sommes pas devenus meilleurs. Et ce constat a été considérablement accentué après le siècle abominable qu'a été le XXe siècle, Auschwitz, le Goulag, Hiroshima et tout le cortège des génocides qui se sont déroulés durant cette période. Et donc nous sommes aujourd'hui évidemment extrêmement sceptiques face à l'idée même de progrès. Pourquoi? Parce que d'une part, le progrès n'est plus le combat qu'il a été notamment au XIXe siècle et qu'il est encore aujourd'hui dans le camp de ceux qui se nomment le progressiste. Le progrès est un constat, c'est-à-dire que nous vivons dans une société qui vomit chaque jour son lot d'innovations automatiques sans que ces innovations aient une utilité immédiate pour chacun d'entre nous. On peut même dire que la plupart des innovations qui arrivent sur le marché sont absolument inutiles, mais nous contraignent en tant qu'individus à nous adapter à elles, à transformer nos habitudes, et cela ne fait pas forcément notre bonheur. Et on peut dire que d'une certaine façon, si la modernité déçoit, ce n'est pas parce qu'elle a échoué, c'est au contraire parce qu'elle a trop bien réussi. Et ce n'est que cela, la vie que nous menons aujourd'hui en 2014. Et l'histoire est peut-être finie, comme nous le disent de grands philosophes, mais personne ne s'en est aperçu. Et c'est bien le problème. Et donc là, nous ne sommes pas passés de l'ombre à la lumière, comme nous l'avaient promis les pères fondateurs de la République. Nous nous sommes simplement contentés de redistribuer autrement les ténèbres et la clarté. À cela s'ajoute un autre grief, c'est que dans l'idée de progrès, il y avait l'espérance que nous allions nous débarrasser à tout jamais d'un certain nombre de fléaux. Or, la marche en avant des sociétés développées va de pair aussi avec l'apparition de nouvelles souffrances, de nouvelles maladies contre lesquelles la médecine est impuissante. Et donc, on nous avait promis l'éradication du malheur, mais voilà que le malheur, tel l'hydre de la légende, réapparaît ailleurs et rend absolument insupportable notre condition. À quoi il faut ajouter également, pour que les pièces du dossier soient complètes, que les instruments de notre domination sur la nature sont devenus les instruments de la domination de la technique sur nous. Et par conséquent, nous inventons des machines que nous ne parvenons pas à maîtriser. Et c'est même là, je dirais, la principale source de la critique des écologistes vis-à-vis du capitalisme. Alors, faut-il, comme j'ai très peu de temps, je vais vraiment compresser, faut-il pour autant abandonner complètement l'idée du progrès? Je ne le pense pas, d'une part parce qu'il n'y a pas de progrès en soi, il y a des progrès paradoxaux eux-mêmes facteurs de régression, et ces progrès facteurs de régression, nous ne les corrigeons qu'avec l'apparition de nouveaux progrès.
qui en vont en quelque sorte adoucir les effets délétères des premiers. Et en conséquence, il est intéressant de remarquer que les ennemis du progrès sont eux-mêmes, quoi qu'ils en aient, dans la logique de ce qu'ils dénoncent. Et au fond, qu'est-ce que c'est qu'un réactionnaire? Ça n'est rien d'autre que quelqu'un qui a cru à la modernité et qui exprime sa déception. Et en ce sens, nous sommes tous, je crois, simultanément progressistes, conservateurs et réactionnaires d'une certaine façon, ce qui exprime notre rapport extrêmement complexe à la modernité. Même les partisans de la décroissance, si nombreux aujourd'hui, restent là, eux aussi, dans le cadre d'une philosophie de l'histoire, puisqu'ils placent une foi toute progressiste dans les vertus de la régression qui ramènerait nos sociétés aux années 50, aux années 60. Et donc, il me semble que nous ne sommes pas des progressistes déçus, nous sommes devenus, par la force des choses, des progressistes prudents. Nous sommes des croyants dégrisés qui aspirons désormais à des progrès maîtrisés. Merci. Merci. Merci à vous. On va entrer tout de suite dans le débat et accueillir notre étudiante qui va poser une première question qui fait d'ailleurs écho aux réflexions de Kevin O'Rourke et à la conclusion qu'il a faite tout à l'heure sur la politique européenne. Voilà, je vous demande d'applaudir Lisa, qui était d'ailleurs une des lauréates du concours tout à l'heure. Pardon, excuse-moi. Elle a 23 ans, donc elle est étudiante à l'école normale. Lisa, bienvenue. Merci de me donner la parole et merci à tous pour les contributions qui, je pense, nous ont tous vivement intéressés. Alors, ce qui m'a marqué, c'est que vous avez tous parlé d'un monde en changement, d'un monde en crise également, et pour notre génération qui vit dans cette crise depuis un peu toujours, moi, depuis que je suis enfant, j'entends à la télévision que c'est la crise et qu'on va en sortir. C'est vrai qu'un certain scepticisme commence à s'installer face à la capacité des économistes à apporter des solutions, et j'aimerais savoir si... C'est gentiment dit, ça. Avec tout le respect, bien sûr, qui vous est dû. On l'a senti dans votre voix, le respect. Je sais pas, on en était tous convaincus. Donc ma question serait la suivante. Est-ce que selon vous, la réponse à la crise dans laquelle nous nous trouvons depuis un bon bout de temps maintenant passe avant tout par l'investissement? Et si oui, par quels investissements? Ceux-ci seraient-ils seulement économiques ou pensez-vous à un changement social un peu plus important? Voilà. Merci Lisa. C'est un ordre de mission assez large que vous nous donnez, mais je pense que nos intervenants sont à la mesure de cette question. Jacques, est-ce que tu veux commencer? Kevin? Donc la question c'était est-ce que la solution est passe surtout par les investissements? Au fond, c'était comment est-ce qu'on va sortir de cette crise, quoi, et finalement pour... Oui. Donc, vous savez, je n'ai pas quelque chose de très original à dire parce qu'en fait, je trouve beaucoup d'économistes... Non, mais vous diagnostiquiez tout à l'heure une erreur de politique. Oui. Autrement dit, est-ce que ça peut être réglé par la bonne politique? Oui. Des politiques monétaires et des politiques fiscales. On fait comment? Voilà. Donc, comme je disais, je n'ai rien de très original à dire parce que beaucoup d'économistes sont d'accord sur les solutions. Donc, tout d'abord, il faut une politique monétaire beaucoup plus souple. Il faut de l'inflation, un tout petit peu de l'inflation, ça peut être très bien. Ça permet de baisser les salaires où elles sont trop hausses, mais de façon raisonnée, en ne les faisant baisser par rapport aux dettes des ménages. Ça fait aussi réduire les dettes, c'est utile aussi. Il faut réduire quand même le taux de l'euro un tout petit peu. Je sais qu'il y a des hésitances outre-Rhin en ce regard, mais honnêtement, si les historiens du futur regardent notre crise et disent « Oh là là, c'était vraiment une crise exceptionnelle, il a fallu une décennie de taux d'inflation de 4%, vous vous imaginez ?» Alors je crois que la facture ne serait pas très haute. Honnêtement, il y a bien pire qui pourrait arriver. Ensuite, comme je l'ai suggéré, il faudrait assouplir les contraintes fiscales. Parce qu'il y a un manque de demande en Europe. Et
et aussi encourager l'investissement et public et privé. Merci, Kevin. Yossi, how do you see, I mean, First of all, I would like to say, Lisa, that I'm humbled to try to answer a 23 years old person, young person, because you and I know that what you know, I will never know. So maybe you have to give the answers and we have to ask the questions. We have a saying in my country that the answer is in the question. So by asking the question, you actually chez get nous, the on dit la answer. question est la mère de la réponse, oui. Yeah. And what I would like to say that, and this is, I will do it very short, growth, unfortunately, is not distributed evenly. Growth is the privilege of the well-to-do or the better-to-do, and we see that those industries today which enjoy high growth just increase the gaps between few haves and many have not. This is a big problem of my industry, and we don't know how to wrestle with it. I will just conclude by telling you that a few years ago, one of my young partners came to me and showed me something on the internet, and I told him, look, no one from my generation will understand it. So he looked at me and he said, you know, Yossi, it's not relevant. Your generation is dead already, you just don't smell. Merci, Yossi. Kevin, je reviens à vous un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire des périodes longues où l'investissement a été aussi faible qu'il l'est en ce moment dans les pays occidentaux? Et après, on ira chez Pascal qui nous donnera un peu sa vision du malaise économique et de la façon d'en sortir. Si vous remontez avant la révolution industrielle, alors par définition, oui. Depuis cette époque, je suppose que pendant les années 30, il y a eu quand même une longue période où la reprise tardait. Mais elle tardait surtout dans des pays comme la France qui tenaient vraiment, mais vraiment à l'étalon d'or, parce qu'ils avaient vraiment, mais vraiment peur de l'inflation. Ça allait beaucoup mieux chez les pays anglo-saxons. On a fait marcher la planche à billets plus rapidement. Mais j'aimerais aussi quand même ajouter à ce que j'avais dit auparavant. Ce que j'avais dit auparavant, c'était surtout sur le conjoncturel. Mais ce qui est bien avec l'investissement, c'est que ça aide sur le point de vue conjoncturel, mais ça aide aussi sur le plan croissance à long terme, dans des investissements tels que j'ai décrits, mais aussi dans l'éducation, dans la recherche. Tout ça, ça peut être très bien, et pour le court terme et pour le long terme. Pascal. Encore, je n'ai pas de compétences économiques particulières, mais je pense que la crise n'est pas économique. Elle n'est surtout pas économique, elle est avant tout spirituelle, surtout en Europe, et particulièrement en France, qui est en ce moment l'homme malade du vieux monde. Et donc cette crise spirituelle ne se résoudra pas simplement par des investissements, des taux de croissance, aussi, mais pas seulement. Et je dirais que cette question de la crise, j'en avais parlé avec des amis roumains il y a un an, et ils avaient éclaté de rire en disant « Ah, vous êtes en crise, mais nous on est en crise depuis à peu près un siècle et on vit très bien avec. » Donc effectivement, nous devons désormais adopter une éthique de la crise, c'est-à-dire une éthique de l'inconfort permanent qui doit devenir un moyen, probablement pour les jeunes générations, de vivre, de se débrouiller dans l'existence, faute de quoi elles attendront une reprise qui peut-être n'arrivera pas tout de suite en France. Et s'il y a un sentiment de malaise, c'est aussi parce que la société démocratique développée nous a habitués à des espérances démesurées. Et notre sentiment de malaise vient du choc entre la réalité et ces attentes qui sont énormes et qui ont juste oublié dans leur énonciation, qui ont juste oublié un facteur qui arrive régulièrement dans la vie des hommes et des sociétés, qui s'appelle l'adversité. Nous ne savons plus réagir à l'adversité, d'où notre malheur et notre désarroi. Merci Pascal. Jacques, quelques mots pour conclure sur ce sujet. Au fond, dans ton papier, tu évoquais cette question. La façon dont l'Europe a voulu répondre à cette crise, c'est de préserver la valeur du capital, donc pas d'inflation, au détriment de l'activité. Au fond, on a l'impression qu'on n'a
préférer la génération des détenteurs de capital, qui est quand même celle des plus de 50 ans, quitte à sacrifier celle des jeunes, qui est malheureusement très largement au chômage, beaucoup en France et encore davantage en Europe périphérique. Est-ce que c'est un diagnostic caricatural ou est-ce que tu le prends pour tien? Je vais répondre à ta question, mais pour partir de la question d'étudiante, nous sommes quelques-uns dans cet amphi à avoir écrit nos premiers livres sur la crise à la fin des années 70, on va dire. Hein. Jean Hervé, Pierre Doquès, qui est quelque part, moi-même avec Robert Boyer, enfin, on est plusieurs à avoir écrit. Donc, c'est vrai, je comprends le sentiment qui a été exprimé. D'un autre côté, je voulais démarrer en soulignant combien cette insistance sur la crise est un travers français. Et là, vraiment, je me situe dans les pas de Pascal Bruckner. La crise telle que nous la vivons en France, telle que nous la racontons, telle que nous la représentons, est un phénomène qui est en grande partie français. Alors, pour répondre à ta question, à la façon dont tu as posé la question, François, je ne pense pas du tout, mais alors pas du tout, que la crise européenne tienne au fait qu'on a privilégié la défense du capital aux dépens des intérêts des jeunes générations. Je vois pourquoi c'est une façon, je vois évidemment pourquoi c'est une façon de se représenter les choses, mais la façon dont moi je me la représente, c'est que cette lutte contre la crise des dettes souveraines en Europe, c'était une façon de préserver le processus d'intégration européenne, qui a été le socle sur lequel s'est construit, pour les jeunes générations comme pour les plus anciens, plus d'un demi-siècle de paix et jusqu'à un certain point de prospérité. Donc la question des politiques adaptées à la défense de l'euro, c'est un problème qui reflète, et c'est le troisième point sur lequel je veux insister, la différence, les différences sous lesquelles se présente cette crise dans les différents pays et la nécessité de traiter d'abord les symptômes dans chacune des nations concernées. Ce ne sont pas les mêmes en France ou dans les pays du Sud. C'est différent aux États-Unis, où il y a aussi des formes de crise et où on n'aboutit pas au même catastrophisme. C'est différent en Chine, où il y a également des tas de difficultés, des tas d'obstacles pour les générations, etc. Donc la première condition pour le vivre ensemble à l'avenir, c'est que chaque communauté politique qui se définit pour l'instant, principalement au niveau national, traite ses propres problèmes domestiques. Et sur cette base-là, on peut élaborer des programmes de coopération, par exemple au niveau européen, mettre en œuvre, par exemple, les projets que formule Kevin et avec lesquels je suis en plein accord, mais qui n'ont pas de réalité politique tant qu'il n'y a pas, au sein de la zone euro, de solution des disparités que nous avons connues. Et puis, si on porte les mêmes problèmes à l'échelle mondiale, eh bien, il y a aussi un problème de cohésion internationale qu'on n'a pas évoqué dans la table ronde, mais sur laquelle on reviendra certainement. Merci, Jacques. Kevin, vous vouliez rajouter un morceau? On va prendre les questions là dans un instant, hein, les questions de la salle. Je suis peut-être en léger désaccord, peut-être vu que je suis irlandais, donc dans mon pays, on est très conscient du fait qu'on a fait le choix tôt dans cette crise de privilégier les créanciers des banques aussi pourris que possible. Et on a mis le fardeau sur les épaules de ceux qui payent les impôts. 60% du PIB, du PIB en une fois, juste comme ça. Une fois passé sur les épaules du contribuable. Et pire encore, maintenant, notre gouvernement a dit qu'il veut que les prix des habitations restent élevés parce qu'autrement, ils ont peur que les bilans de nos banques qui sont toujours pourris ne deviennent encore plus pourris. Alors, il faut qu'on vous envoie c'est les jeunes qui doivent payer. Et c'est pire encore, vous savez, parce que dès qu'on a fait ce choix de rembourser tous les créanciers de toutes les banques pourries en Europe, alors la seule question qui se posait, c'était est-ce que ça allait être les ouvriers de la périphérie ou de l'Allemagne qui allaient payer? Et donc le capital a créé des clivages entre les ouvriers de différents pays. Donc elle a vraiment divisé et conquis. Je suis désolé, mais je le vois comme ça. Merci. Peut-être y a-t-il des questions. Sûrement, il y a des questions dans la salle. Je vois des mains qui se lèvent. Monsieur, oui, il y a plein de mains. S'il vous plaît, on va commencer là. Et puis on vient à vous tout de suite. Merci de vous présenter et de formuler une question brève. Bonjour, Sébastien Eskenazi, Université de La Rochelle. Donc je vais faire ça brièvement. On voit souvent les économistes... Ah pardon.
On voit souvent les économistes expliquer les crises passées, mais assez rarement les anticiper. Si on se tourne un peu vers le futur, la Terre, c'est un système fermé, donc par conséquent, la croissance éternelle à l'échelle mondiale, c'est un petit peu une utopie, on peut dire. C'est une forme de fuite en avant, c'est un système instationnaire. Et vu qu'on est dans un système fermé, on va sans doute arriver vers un système plus stationnaire en termes d'économie. Et justement, comment voyez-vous ce système stationnaire vers lequel on s'achemine et quel serait le meilleur moyen pour y parvenir? Oui, ça c'est une question tout à fait essentielle. Et d'ailleurs, elle croise, Jacques l'a évoqué dans son papier d'ouverture, les réflexions les plus contemporaines des économistes. Certains nous disent, Robert Gordon notamment, au fond on a vécu une période tout à fait exceptionnelle avec la révolution industrielle et une croissance forte, mais dans 25 ans, 50 ans, on va retrouver le taux de croissance qui était celui des siècles auparavant, c'est-à-dire 0,2. Donc ça croise tout à fait ce que vous disiez. Jacques, peut-être tu veux, comme tu avais justement initié un peu ces réflexions dans ton papier, tu veux peut-être donner quelques éléments de réponse à monsieur et puis. Alors la stagnation séculaire, on peut la voir à différents horizons. Il y a d'abord la stagnation séculaire courte, si je puis dire, celle comme on a connue à la fin du 19e siècle. Je parle sous le contrôle de Kevin, c'est-à-dire une période pendant laquelle, effectivement, il y a une inflexion des opportunités d'investissement, mais qui ensuite redémarre, puisque après cette dépression de la fin du 19e siècle, on a eu la période de la Belle Époque. Et c'est un schéma, si on doit se risquer à faire des pronostics, c'est un schéma qui me paraît assez utile d'avoir en tête. La plausibilité d'un mécanisme dans lequel, sans grande catastrophe comme dans les années 30, une période d'ajustement des comportements, des bilans, des stocks de capital qui prend plusieurs années, 10 ans, 12 ans, et puis qui ensuite peut offrir une perspective de reprise. Je n'exclus pas, par exemple, qu'en Europe, après les années terribles qu'on vient de traverser, des périodes pendant lesquelles l'investissement a été déprimé à cause de l'opacité de l'avenir. Pendant des 2 ans et demi, tous les chefs d'entreprise ont été confrontés à la lecture de la presse quotidienne face à la question de savoir si l'euro existerait encore dans 6 mois, dans 2 ans. Donc il n'y a pas d'obstacle plus grand à l'investissement que cette opacité de l'avenir. Donc ça, c'est levé, et avec un peu de soutien politique, je pense qu'il peut y avoir une vague d'investissement qui démarre comme ça. Je n'en prends pas le pari, mais je pense que c'est plausible. Ça, c'est le premier schéma de stagnation durable qui a une issue positive. Il y a un schéma qui est plus tragique, si je puis dire, c'est celui de Gordon, donc on ne va pas l'exposer en détail maintenant, mais qui est un schéma dans lequel, en accumulant la démographie, le vieillissement, la dette, le ralentissement des innovations technologiques, ou plutôt leur orientation uniquement dans la chasse à l'emploi plutôt que dans le relèvement de la demande, eh bien, on entre dans une période effectivement proprement séculaire. Bon, moi personnellement, je pense que on n'a aucun. Les arguments de Gordon existent, ils sont solides, mais on n'a aucune raison de croire qu'ils vont faire système et se coaguler pour faire obstacle à toute autre évolution. Pascal, qu'est-ce que le philosophe dit justement de cette controverse entre celui qui croit à la croissance perpétuelle, au fond, hein, c'est un peu l'idéologie des 30 glorieuses, qui est que ça va aller toujours de mieux en mieux, et puis au contraire, la voix malthusienne qui s'exprime assez vigoureusement en ce moment, qui dit à cause de la finitude des ressources, il va bien y avoir un moment où on va toucher le plafond et on ne pourra pas aller au-delà. Oui, d'ailleurs, beaucoup espèrent que nous allons toucher, non pas le plafond, mais le sol assez vite pour pouvoir changer la société. Évidemment, chaque crise redonne un certain nombre de crédits à tous ceux qui maudissent le capitalisme et dont c'est finalement le seul métier, c'est d'être contre l'économie de marché. Alors le problème, encore une fois, je m'inscris plus dans le contexte français, c'est que nous savons tous que nous avons un futur contingent, mais nous ne sommes pas certains d'avoir un avenir. Et c'est ça peut-être la grande angoisse des Français. Et quand il y a un avenir pour les jeunes générations, elles vont le chercher ailleurs. Elles ne le cherchent plus ici. Et c'est comme si notre pays, finalement, sans le savoir, tentait de s'effacer du grand courant d'histoire. Au fond, nous aspirons peut-être secrètement ou non à sortir de l'histoire et en finir avec la croissance. C'est en finir avec le rêve de toutes les grandes philosophies de l'histoire précédente, et c'est de dire, dans ce monde chaotique, violent, nous avons une autre part, mais désormais, nous faisons retraite et nous nous enfermons dans notre précaré, et nous laissons à d'autres le soin de résoudre ce défi.
Alors peut-être que la croissance sera faible, comme ce que tu énonçais avant, mais en tout cas, je remarque qu'il y a d'autres pays dans le monde, et notamment les émergents, qui, eux, ont gardé intacte la foi dans les vertus d'amélioration du temps qui passe, et c'est sans doute parce que ces pays émergent de la misère, de la famine, de la difficulté, alors que nous avons peut-être un peu trop des problèmes de nations riches qui s'assoupissent dans le défaitisme comme un gros chat qui ronronne. Merci Pascal. Kevin, au fond, l'intervention de Pascal, c'est la question quel est le bon référentiel pour appréhender ce qui vient devant. C'est-à-dire, on a des pays émergents qui ont gardé justement l'espoir et une vitalité qui leur permet d'avoir confiance dans l'avenir. Nous, on avait ça dans les 30 Glorieuses. Est-ce qu'il faut s'en débarrasser définitivement parce que les 30 Glorieuses, au fond, étaient une parenthèse qui ne se reproduira jamais? Elle se reproduit dans les marchés émergents en ce moment parce qu'ils sont dans la période de rattrapage. Ou bien, est-ce que justement, on a tort de baisser les bras et de considérer que nous n'avons pas d'avenir, comme le disait Pascal tout à l'heure? Et puis on écoutera aussi sur ce sujet également. Il faut chercher le juste moyen, je crois. Donc les 30 Glorieuses, vous ne les revivrez jamais. À moins que vous ne laissez cumuler un tel retard vis-à-vis des États-Unis que ça devient inévitable. Et c'est peut-être pas une stratégie très intelligente. Donc, il faut espérer quand même qu'on reste sur la frontière. Et donc, la question est savoir comment vont changer, comment la technologie va s'améliorer au fil des années. Et là, honnêtement, c'est très imprévisible. On ne sait jamais quel sera le futur. Les années 30 étaient une décennie horrible sur bien des points, mais en fait, c'était une décennie très progressive sur le plan des innovations. Et qui le sait, Krugman et d'autres nous montrent les prix des panneaux solaires, par exemple, en Chine, qui chutent très rapidement. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se produire dans le futur. Mais on peut améliorer ses chances, bien sûr, en investissant dans l'éducation. Yossi, et puis on prend une autre question après, monsieur, et puis monsieur derrière. Okay, I can make only 3 points regarding what will happen in the future. Number one, to quote Mark Twain, who used to say that the art of prophecy is very difficult, especially as long as it relates to the future. Number two, to quote Mr. Lamont, the legendary head of the Morgan Bank, who was summoned to the US Congress in the early 30s when they investigated the 29 crash, and he was asked to give a forecast what will happen in the stock market. And his answer, which scientifically was very correct, he said, the stock market will fluctuate. And the third thing, as far as I'm concerned, fluctuation, c'est pas mal. C'est-à-dire à la fois avant circuler au fond. And personally, I'm still wrestling with trying to forecast the past. So talking about forecasting the future is much above me. Merci. On va prendre une question. C'était monsieur au 4e rang, 5e rang, s'il vous plaît. Puis après, on arrive à vous. David Rohr, Microinsurance Academy in India. Puisque je parle en anglais depuis 25 ans, c'est un peu difficile de le dire en français, alors je poserai la question en anglais si vous me permettez. The panel seems to have told us that there are more dollars than ideas, and that the money is concentrated more and more. The problem is diffused more and more, because although the debate has been about mainly Europe and France, the real problem is in the informal sector, which counts today 4 billion people and is growing, and is also infiltrating the developed world, because there is a huge incentive to be in the informal sector, not to pay taxes, get all kinds of benefits, and fly under the radar. My question, therefore, is, if the money is more concentrated and the problem is more diffused, maybe the solution is to make it possible or attractive for money
to invest in knowledge, in data, and in self-governance, what I would call embedded intangibles. If there was a way for the rich to be able to write on their balance sheet the investments that actually occur amongst the informal sector in development of knowledge, which later on create growth, we may have a solution here. Thank you. Très bien, merci. Malheureusement, le temps nous est compté, donc je vais demander à chacun de nos intervenants de répondre brièvement à monsieur, mais sous la forme vraiment d'une conclusion, parce que le temps nous est cher. Peut-être Pascal tout d'abord, Yossi tout d'abord, et puis Pascal, Kevin et Jacques. Just to comment to the very, very interesting last comment which was made, I can only tell about Sir Ronald Cohen from the UK, who is coming with a new investment mechanism called impact investment, and what he's trying to do is try to measure in a P&L kind of a way the result of investing in social things like education, rehabilitation of prisoners, improving health, etc. His idea, if you can formulate it in a way that there will be a P&L by the public sector is benefiting from these investments, then you will be able to raise money for this investment, because according to him, today, these things today are usually, if not by the government, it's financed by philanthropists. Philanthropists, he says, is about 1% of the total turnaround of business. So if you can move it to the business paradigms, then you can really approach this area with a much bigger capacity. This will call for measuring things, changing way of thinking, developing a whole new paradigms with the banks. But the first steps are being made in order to do exactly what you suggest. Merci. On va malheureusement être contraint de décourter. Jacques, quelques mots de conclusion, tu veux, tout en répondant à monsieur. Oui, d'abord pour répondre à la question, je dirais, j'évoquais une nouvelle théorie générale comme celle que Keynes avait représentée dans les années 30. Eh bien, c'est le moment de dire que parmi les contributions de Keynes figure l'invention de la comptabilité nationale, de manière indirecte, qui a été l'instrument par lequel a été construite l'intervention publique durant les 30 Glorieuses. Donc peut-être que la piste qui est suggérée ici est quelque chose de pareille importance. C'est une idée qui circule. Personnellement, je n'ai pas d'expertise pour trancher les vues des uns et des autres, mais c'est une piste très intéressante et c'est peut-être un moyen d'infléchir les comportements, effectivement, d'investissement. Pour conclure sur une note positive, donc je dirais que je retire de cette conversation l'idée que le potentiel d'innovation technique est là, que le mur d'opacité auquel l'Europe a été confrontée depuis 3 ans est levé et qu'il y a un espoir de voir des flux d'investissement qui ont été repoussés pendant 3 ans se déclencher maintenant. Et troisièmement, que nous avons un problème franco-français assez particulier que Pascal Bruckner évoquait en parlant des attentes disproportionnées. Je pense qu'il faut que, effectivement, notre pays remette ses ambitions en ligne avec ses possibilités. C'est peut-être ce qui se fera ce soir, comme tu nous l'as annoncé, pour 18h. Merci.